allez bien? Aujourd'hui, le but de présenter, je suis doctorant, je préfère dire bientôt docteur, parce que sinon on peut rester doctorant pendant 10 ans. Donc bientôt docteur en droit bancaire et chargé d'enseignement également à l'université, donc ici, et dans d'autres universités, particulièrement en Master 1 droit bancaire. Raison donc pour laquelle l'exercice de vulgarisation, c'est quelque chose que je connais puisque je le pratique tout le temps. Puisque quand on parle de thématiques aussi techniques, aussi précises que le droit bancaire, face à des étudiants qui généralement ont l'habitude de matières juridiques qui, je ne dirais pas sont simples, mais plutôt sont beaucoup plus abordables, il faut impérativement pouvoir avoir cette perspective d'enseigner ou de rendre la chose que l'on enseigne suffisamment accessible pour l'auditoire. C'est vrai que le but de la vulgarisation, c'est de se faire comprendre. Donc ça met en relief deux éléments, l'orateur ou l'oratrice, ainsi que le public. La partie la plus importante, c'est toujours le public. On parle pour des gens. Puisque l'orateur, a priori, et moi je pense, l'orateur, l'oratrice, ce sont ces personnes-là qui maîtrisent suffisamment leur sujet. Et vous avez certainement vu, dans le cadre des enseignements, que vous avez déjà vu avec des professeurs en droit, il y a des professeurs qui sont excellents, d'éminents intellectuels, mais qui, lorsqu'ils prennent la parole pour vous présenter leur cours, vous dormez. Et si vous ne dormez pas, à minima, vous ne comprenez absolument rien. Pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais juste parce qu'ils oublient qu'ils s'adressent à des personnes qui ont un background, un bagage qui n'est pas le leur. Raison pour laquelle l'orateur doit toujours prendre en considération qui, en tout cas à qui est-ce qu'il est ou à qui est-ce qu'elle est, dans le cas d'une oratrice, en train de parler. Donc, dans la vulgarisation, 5 éléments clés que j'ai eu à identifier en revisionnant une prestation de vulgarisation d'un des meilleurs orateurs que je connais, c'est-à-dire moi-même. 5 éléments, la première chose, la clarification. Clarifier, ce n'est pas si simple que ça quand on parle de clarification. Parce que quand je veux clarifier quelque chose, je peux vouloir me dire que clarifier signifie tout simplement définir. Ou signifie tout simplement expliquer. Alors qu'on peut expliquer ou définir une chose sans véritablement pointer du doigt ce qui fait relever, ou du moins ce qui démontre le sens véritable de cette chose-là. Ça veut dire, parfois, et là je prends l'exemple en droit particulièrement, parfois on explique une notion, mais parce qu'on ne l'a pas suffisamment contextualisée, parce qu'on n'a pas suffisamment montré l'utilité de cette notion, on perd son sens. C'est la raison pour laquelle la clarification doit aborder 2 éléments. D'abord les termes, mais également la technique ou le processus de la thématique qu'on est en train d'étudier. Clarification des termes. Dites-vous que la vulgarisation, et c'est très bien que vous avez déjà vu à le dire, le fait de rendre accessible ce que l'on dit, il faut surtout éviter de faire de telle sorte de penser que parce que je veux rendre accessible le sujet dont je suis en train de parler, je dois parler à mon auditoire comme s'il avait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est la raison pour laquelle on va voir le deuxième thème par rapport à l'adaptation. Mais la clarification signifie que je peux utiliser des termes complexes, je peux utiliser des notions, des techniques complexes, mais il faut que juste après, je puisse suffisamment l'expliciter. Clarification. Et la clarification du processus également, parce que, et on va le voir aussi par rapport à notre élément de compréhension, le but d'un orateur qui essaie de vulgariser, c'est d'élever son auditoire. Il ne faut surtout pas croire que le but est de s'abaisser au niveau intellectuel de son auditoire. Parce que oui, parfois, en connaissant certaines choses mieux que votre auditoire, ça fait que vous avez des éléments de supériorité, pas de manière péjorative. Maintenant, certaines personnes vont penser que pour vulgariser, il faut toucher son auditoire en étant aussi bas que lui. Non, il faut plutôt montrer à son auditoire qu'il est beaucoup plus intelligent qu'il le pense et qu'au regard des éléments que l'on a, on l'emmène vers une intelligence supérieure. Et quand vous le faites comme ça, l'auditoire est beaucoup plus enclin à vous suivre. Parce qu'il ne se sent pas rabaissé, au contraire, il se sent élevé. Et c'est là la subtilité de la vulgarisation. C'est la raison pour laquelle, quand je parlais de clarification, les termes que vous allez avoir à utiliser, s'il faut utiliser des termes complexes, il faut les utiliser. Mais également les expliquer pour que l'auditoire puisse repartir avec quelque chose de concret, avec une plus-value qu'il aura eu à apprendre. Est-ce que c'est clair pour vous? Ensuite, l'adaptation. J'en ai déjà parlé par rapport au fait de ne surtout pas infantiliser l'auditoire. L'adaptation est très importante, surtout lorsque vous avez l'opportunité, le privilège, même le luxe de savoir à quel public vous allez avoir affaire. À quel public vous allez avoir affaire. Parce que parfois, vous allez prendre la parole, mais sans forcément savoir qui sont les gens devant vous. Mais si vous avez la possibilité de le savoir, de savoir que, ok, c'est un public de jeunes étudiants notamment, ou un public de personnes d'entrepreneurs, ou un public de professionnels ou de professeurs, en fonction de cela, vous adaptez toujours votre discours. Ça signifie que
vous pouvez être amené à faire de la vulgarisation. Je prends un exemple très simple. Vous êtes en master droit, vous êtes en droit bancaire, et vous devez vulgariser un sujet, notamment vous devez faire demander une subvention, ou du moins faire une levée de fonds auprès de certaines entreprises, ou du moins auprès de certains professeurs, on va dire, de certains professeurs de l'Université de Bordeaux. Et parmi ces professeurs, il y a des professeurs en droit, en histoire du droit, qui n'ont aucune notion véritable, aucune notion précise de la thématique que vous allez avoir, en tout cas que vous essayez de présenter. La vulgarisation que vous allez avoir à faire dans votre processus de les convaincre sera totalement différente de la vulgarisation que vous auriez à faire si le public était plutôt un public de jeunes étudiants qui avaient la main sur une cagnotte à débloquer. Est-ce que vous comprenez déjà par rapport à l'adaptation? Raison pour laquelle toujours prendre en considération le public ainsi que sa sensibilité pour savoir comment est-ce que je peux l'aborder. Comment, sous quelle perspective est-ce que j'utilise mon sujet? Et c'est de cette manière également que je réussis, pas à infantiliser mon public, mais à lui donner une plus-value et surtout à lui parler dans la langue qu'il comprend. L'immersion. Immersion parce qu'on le peut vulgariser, donc très simplement, on le peut expliquer une chose sans véritablement permettre à l'auditoire de visualiser concrètement la chose. Et l'immersion vient avec plein de choses. Et quand je parle d'immersion, je parle a priori d'illustration. Il est très important d'illustrer. Quand vous voulez expliquer une thématique, un sujet qui est, plus le sujet est complexe, plus il faut l'illustrer. Plus le sujet est complexe, plus il faut le raccorder à des éléments du quotidien que le public connaît. Quand je parlais notamment de ma thèse, dans le cadre de ma thèse en 180 secondes notamment, vu qu'on parlait de monnaie électronique, et ce qui n'a absolument rien à voir avec les bitcoins, ce que j'ai fait au départ, c'est que je commence en cassant le mythe selon lequel, en gros, la monnaie électronique est toute monnaie qui s'utilise électroniquement. Donc je commence en cassant ce mythe-là. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo, ça me fera des vues sur YouTube. Je casse ce mythe-là, puis après j'illustre concrètement en montrant les monnaies électroniques que l'on a ici, notamment Easily, qui est la monnaie électronique juridiquement parlant, en montrant également pourquoi est-ce que juridiquement parlant, la monnaie électronique, quand on entend de cette manière-là, n'a pas, pourquoi est-ce que les expressions juridiques, l'expression monnaie électronique n'a pas la même connotation juridiquement parlant et dans le sens commun. Et donc en le faisant de cette manière-là, je contextualise et je montre concrètement comment est-ce qu'on peut aller sur des éléments de subtilité. Et en le faisant, le public se dit, ok, je pensais que la monnaie électronique avait une connotation générale, mais voici que juridiquement parlant, il y a d'autres éléments beaucoup plus particuliers. Et en le faisant, c'est de l'immersion. Vous illustrez pour que le public se dise, voici ce dont il parle, voici ce dont elle parle. Deux autres éléments, alors un déjà dont je parlais, je vais le mettre à la fin, le rapport personnel. Ça, c'est quelque chose que généralement, beaucoup d'intellectuels ne font pas, a fortiori les juristes. C'est, parfois on utilise une thématique, on explique une thématique, on explique un sujet dans toute sa technicité. Mais on oublie que c'est un sujet avec lequel on a un rapport personnel. Et le rapport personnel est d'autant plus important que le désir de créer une connexion avec le public. Raison pour laquelle, une fois que vous avez votre sujet, peu importe sa nature, peu importe sa complexité, il est important de montrer quel est le rapport que vous avez à ce sujet-là. Comme moi, je parlais notamment de monnaie électronique, la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est parce que mon sujet a vocation à traiter du continent, à traiter de la monnaie électronique également sur le continent africain. Et de par cette perspective, j'arrive à montrer le besoin. Pourquoi est-ce que j'en parle? Et de cette manière-là, le public se connecte un peu plus à moi. Si vous parlez d'ordre public, si vous parlez de droit, je prends un exemple. Imaginez que vous souhaitiez aller dans les lycées pour sensibiliser la jeunesse à aborder le droit, à faire des études de droit. Vous n'allez pas juste leur dire que le droit va leur permettre de faire X, Y, Z. Ça, tout le monde le sait. Mais quel est votre rapport personnel à vous? En tant qu'orateur, en tant qu'oratrice, en tant que juriste en herbe. Et ça, c'est quelque chose de très important qui permet à votre auditoire de vous suivre et de se dire que ce n'est pas juste pour remplir des écoles, pour remplir des universités, mais c'est parce qu'il y a un véritable but humain derrière. Donc, toujours analyser le rapport personnel que vous avez au sujet afin de pouvoir encore être plus impactant. Parce que l'impact vient surtout avec la connexion. Et comme je le disais en fil rouge pendant ces 5 éléments clés, l'élévation du public. Pensez toujours à une chose. Oui, généralement la vulgarisation se voit comme le fait d'apporter au public. Et c'est vrai, on leur apporte de nouveaux éléments de connaissance. Mais concrètement,
comment est-ce que je peux faire de telle sorte que le public se sente élevé, qu'il reparte avec quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce qu'il peut voir sur ChatGPT, sur Google, voilà, sur ce que vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle l'orateur, l'oratrice doivent faire preuve de subtilité afin de pouvoir être impactant. Sur cette partie, est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des zones d'ombre, des zones obscures? Non. Oui? Comment est-ce que vous faites pour identifier un public qui est varié? Comment on fait pour toucher un public qui est varié? Une estimation, généralement. Si le public est varié, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il vient vous écouter? Parce que le contexte joue. Si vous allez dans une université, même si c'est ouvert au public, vous savez que c'est dans un cadre intellectuel. C'est différent de si vous allez notamment dans un bar. Par exemple, il y a le PUBH de Bordeaux, vous connaissez un peu? On va pour vulgariser, pour parler de notre thèse, de notre sujet de thèse, et c'est donc ouvert à un public beaucoup plus large que les étudiants. Et donc ça veut dire que par estimation, et surtout par prise en compte du contexte, du lieu, on peut se dire, d'accord, c'est un public qui a envie d'écouter bien évidemment des sujets scientifiques, mais dans le cas du bar par exemple, mais pas de manière pompeuse. Ici, si on est lors d'une conférence et que je dois parler de ma thèse, je peux être pompeux. Les étudiants ils ne partiront pas. Alors que dans le cadre d'un bar, le but n'est pas d'être pompeux quand on a l'occasion. Mais dans le cadre d'un bar, il faut être impactant, il faut être drôle, il faut avoir de la légèreté dans son propos. Et donc c'est vraiment, si on n'arrive pas à savoir concrètement quelle est de manière précise, quel est le public, alors là il faut aller par l'estimation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?